bruit de fond doux d'un feu de cheminée et d'une tasse de thé que l'on pose. Bonjour les amis, bonjour les curieux, bonjour les passionnés d'histoire. Bienvenue dans votre rendez-vous dominical, l'historien du dimanche, où nous partons ensemble à l'aventure, sans boussole mais avec une soif insatiable de récits. Installez-vous confortablement, peut-être avec une boisson chaude, car aujourd'hui, nous allons remonter le temps, très loin dans le passé, pour explorer une cité qui a façonné, d'une manière ou d'une autre, le monde dans lequel nous vivons, Athènes. Ah, Athènes, rien que le nom évoque des images de colonnes immaculées sous un soleil méditerranéen, de philosophes déambulant en toge, de débats passionnés sur la place publique. C'est la ville de la démocratie, de la philosophie, du théâtre, de l'art. Mais avant d'être le phare de la civilisation, Athènes a été une petite bourgade, pleine de fureur et de faim, se cherchant un destin. Et c'est cette incroyable transformation que je vous propose de découvrir ensemble. Imaginez un instant le détroit du Cap Sounion, battu par les vents, où se dresse aujourd'hui encore un temple majestueux. Ce sont ces mêmes vagues qui, il y a des millénaires, portaient les premières embarcations vers cette terre aride mais stratégique. La légende veut que la ville elle-même ait été l'enjeu d'une compétition divine entre Poséidon, le dieu des mers, et Athéna, la déesse de la sagesse. Poséidon offrit l'eau salée, symbole de puissance maritime. Athéna, elle, offrit l'olivier, symbole de paix, de richesse et de civilisation. Le peuple choisit l'olivier, et la déesse victorieuse donna son nom à la cité. C'est une belle histoire, qui pose les bases d'une identité forte. Athènes serait une cité de l'intelligence, de la persévérance, plutôt que de la force brute. Au commencement, Athènes est une monarchie, gouvernée par des rois légendaires comme Thésée, le tueur de Minotaure, qui aurait unifié la région de l'Attique. Mais petit à petit, le pouvoir glisse des mains du roi vers celle d'une aristocratie foncière, les Eupatrides, les « bien-nés ». Ces familles contrôlent la terre, la religion, la justice. Elles élisent des magistrats, les archontes, pour des mandats courts. C'est un système où une poignée de puissants décide pour tous les autres. Et comme souvent, un tel système engendre des frustrations, des inégalités criantes. Les petits paysans, endettés, risquent de perdre leurs terres, voire leur liberté, pour devenir esclaves. Le fossé se creuse entre une élite opulente et une masse de citoyens pauvres et mécontents. La tension monte. On est au 7e siècle avant Jésus-Christ, et Athènes est au bord de l'explosion sociale. Face à cette situation explosive, on appelle à l'aide un législateur, un homme dont la sagesse est censée ramener l'ordre. Son nom ? Dracone. Oui, le même Dracone qui nous a donné l'adjectif « draconien » pour qualifier une loi d'une sévérité extrême. Ces lois, rédigées vers 621 avant Jésus-Christ, sont les premières lois écrites d'Athènes, une avancée en soi car elles mettent fin à l'arbitraire des jugements oraux. Mais elles sont terribles. Presque tous les délits, même les plus mineurs, sont punis de mort. Il avait l'habitude de dire, rapportait un historien, que de petits crimes méritaient la mort, et qu'il ne pouvait imaginer de plus grandes punitions pour les grands. La paix n'est pas au rendez-vous, la colère gronde toujours. Alors, un autre homme est appelé au chevet de la cité, Solon. Nous sommes vers 594 avant Jésus-Christ. Solon est un poète, un marchand, un voyageur, un homme d'une grande intelligence. Il est nommé archonte et reçoit les pleins pouvoirs pour réformer l'État. Et là, mes amis, c'est un tournant majeur. Solon ne cherche pas la vengeance, mais l'équilibre. Sa première mesure est révolutionnaire, la Sésacteia, le déchargement des fardeaux. Il annule les dettes qui avaient réduit tant de citoyens en esclavage et interdit l'esclavage pour dette à l'avenir. Imaginez le soulagement, les terres hypothéquées sont rendues, les citoyens vendus à l'étranger sont rachetés et ramenés. C'est un acte d'une audace incroyable. Mais Solon va plus loin. Il réforme la citoyenneté, ne la basant plus seulement sur la naissance, mais sur la richesse. Il divise les citoyens en 4 classes selon leurs revenus. C'est encore loin de l'égalité, mais cela permet à des hommes de monter socialement. Il crée les liers, un tribunal populaire ouvert à tous les citoyens, même les plus pauvres, et met en place un nouveau conseil, la Boulée, pour préparer les lois. Les réformes de Solon sont les premières semences de la démocratie. Elles sont imparfaites, certes, mais elles ouvrent la voie à une participation citoyenne inédite. Après Solon, Athènes connaît une période de trouble. Le pouvoir est une tentation forte, et la démocratie est un concept encore fragile. C'est là qu'entre en scène une figure complexe, Pisistrate. Un aristocrate charismatique, un fin stratège. Après plusieurs tentatives et exils, il s'empare du pouvoir et devient tyran vers 561 avant JC. Mais attention, le mot « tyran » en Grèce ancienne n'avait pas le sens exclusivement négatif que nous lui donnons aujourd'hui. Pisistrate est un bon tyran. Il gouverne seul, oui, mais il gouverne pour le peuple. Il poursuit les réformes de Solon, distribue des terres aux pauvres, crée des emplois avec de grands projets publics comme l'Acropole ou l'Agora, et développe le commerce.
Il encourage aussi les arts, les fêtes religieuses comme les grandes Dionysies, qui voient naître la tragédie. Sous Pisistrate, Athènes connaît une période de prospérité et de rayonnement culturel. C'est l'âge d'or avant l'âge d'or, si vous voulez. Après sa mort, ses fils, Hippias et Hipparque, lui succèdent. Mais leur règne est moins éclairé. L'assassinat d'Hipparque, une affaire de mœurs et de vengeance personnelle, transforme Hippias en un tyran cruel et paranoïaque. Le peuple n'en veut plus. Et c'est là qu'intervient une nouvelle figure clé. Nous sommes à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, vers 508 avant Jésus-Christ. Les Athéniens, avec l'aide des Spartiates, un ironique coup de main, n'est-ce pas, quand on connaît la suite, chassent Hippias. L'aristocratie cherche à reprendre le pouvoir, mais un homme, issu d'une puissante famille, mais tourné vers le peuple, va changer la donne pour toujours, Clisthène. Clisthène est un visionnaire. Il sait que pour éviter le retour de la tyrannie ou de l'oligarchie, il faut donner le pouvoir au peuple, aux démos. Il va démanteler l'ancien système tribal basé sur le lignage et la richesse, pour le remplacer par une organisation territoriale entièrement nouvelle. Il divise l'Attique en une centaine de petites unités administratives. C'est le niveau local de la démocratie, et ces dèmes sont regroupés en 10 tribus artificielles, conçues de manière à mélanger les populations des côtes, des villes et de l'intérieur des terres. Cela brise l'influence des grandes familles aristocratiques qui dominaient certaines régions. Ces 10 tribus deviennent la base de tout. Chacune fournit 50 membres à un nouveau conseil de 500 citoyens, la boulet des 500, tirée au sort pour un an. Cette assemblée prépare les lois, gère les affaires courantes. Le pouvoir législatif suprême, lui, revient à l'Ecclésia, l'assemblée de tous les citoyens athéniens de plus de 18 ans. C'est elle qui vote les lois, élit les magistrats, décide de la guerre et de la paix. Clisthène invente aussi l'ostracisme. Vous savez, ce vote où les citoyens gravaient sur des tessons de poterie, les ostracas, le nom de la personne qu'ils voulaient exiler pour 10 ans, sans confiscation de biens. C'était une sorte de garde-fou, un moyen d'éviter qu'un homme ne devienne trop puissant et ne menace la démocratie. C'est une mesure radicale, mais qui montre la méfiance des Athéniens envers la concentration du pouvoir. Avec Clisthène, la démocratie athénienne est née. Le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, comme Abraham Lincoln le dira bien plus tard. Certes, elle n'est pas parfaite à nos yeux. Les femmes, les esclaves, les étrangers, les métèques, sont exclus de la citoyenneté. Mais pour l'époque, c'est une révolution absolue. Une expérience politique audacieuse, inédite, où la voix de chaque citoyen homme, libre, est née à Athènes compte. Cette démocratie, encore jeune et fragile, va bientôt être mise à l'épreuve par une menace colossale, venue de l'Est. L'Empire perse, le plus vaste et le plus puissant empire que le monde ait jamais connu, étend son ombre sur la Grèce. Nous sommes au début du 5e siècle avant Jésus-Christ. L'Asie mineure est sous domination perse, et les cités grecques qui s'y trouvent se révoltent, soutenues, entre autres, par Athènes. Le roi perse Darius Ier ne l'entend pas de cette oreille. Il veut punir Athènes et Érétrie pour leur insolence. C'est le début des guerres médiques, une série de conflits qui vont forger l'identité grecque et athénienne. La première invasion perse a lieu en 490 avant Jésus-Christ. L'armée perse débarque à Marathon, au nord-est d'Athènes. Les Athéniens, inférieurs en nombre, mais animés par une détermination farouche, et menés par le brillant stratège Miltiade, les affrontent. La bataille de Marathon est une victoire écrasante pour Athènes. Les hoplites athéniens, ces fantassins lourdement armés, chargent avec une bravoure incroyable et repoussent les Perses à la mer. C'est un choc psychologique immense. L'invincible empire a été vaincu par une petite cité. Une légende raconte qu'un messager, Philippides, aurait couru les 42 kilomètres jusqu'à Athènes pour annoncer la victoire, avant de s'effondrer et de mourir. Une histoire qui a inspiré une certaine épreuve olympique, vous l'avez deviné. 10 ans plus tard, en 480 avant Jésus-Christ, le fils de Darius, Xerxès Ier, revient à la charge, avec une armée et une flotte colossale. Toute la Grèce est menacée. C'est à ce moment que les cités grecques s'unissent, une alliance fragile mais nécessaire, pour faire face à l'ennemi commun. On pense bien sûr aux 300 Spartiates de Léonidas qui, aux Thermopyles, tiennent héroïquement la passe étroite face à des milliers de Perses, sacrifiant leur vie pour ralentir l'avancée ennemie. Pendant ce temps, les Athéniens, sous l'impulsion du génial Thémistocle, ont bâti une flotte de trirèmes, ces navires de guerre rapides et puissants. Ils évacuent Athènes, qui est prise et incendiée par les Perses. Mais la bataille décisive a lieu en mer. À Salamine, dans le détroit étroit, la flotte grecque, majoritairement athénienne, attire la flotte perse, plus nombreuse mais moins manœuvrable, dans un piège. Les trirèmes athéniennes, avec leurs béliers de bronze, coulent des centaines de navires perses. C'est une victoire navale éclatante, qui change le cours de la guerre. L'année suivante, en 479 avant Jésus-Christ, les Grecs remportent la bataille terrestre de Platée, scellant la défaite perse.
Ces victoires sont fondamentales. Elles sauvent la civilisation grecque, mais surtout, elles donnent à Athènes une confiance en soi inouïe. Elle est désormais la puissance dominante du monde égéen, la protectrice de la Grèce face aux Perses. Elle prend la tête d'une alliance maritime, la Ligue de Délos, qui rassemble de nombreuses cités. Au départ alliance défensive, elle va vite se transformer en un véritable empire athénien. Et c'est cette période, qui suit les guerres médiques, que l'on appelle l'âge d'or d'Athènes. C'est le 5e siècle avant Jésus-Christ, et son étoile la plus brillante est un homme d'état hors du commun, Périclès. Périclès, issu d'une grande famille, est un orateur brillant, un stratège avisé, et un démocrate convaincu. Il va diriger Athènes pendant près de 30 ans, la portant à son apogée. Sous son impulsion, la démocratie atteint son régime le plus achevé. Il institue le mistos, une indemnité journalière pour les citoyens qui participent aux fonctions publiques, afin que même les plus pauvres puissent se consacrer à la vie politique. Il met en place des tirages au sort pour la plupart des magistratures, garantissant une rotation et une participation de tous. Notre constitution est appelée démocratie parce que le pouvoir n'appartient pas à un petit nombre, mais au plus grand nombre, dit-il dans sa célèbre oraison funèbre, une apologie vibrante de la cité. Mais Périclès est aussi un bâtisseur et un visionnaire esthétique. Il lance de grands travaux qui vont transformer Athènes en une ville éblouissante. L'Acropole, cette colline sacrée qui domine la ville, est reconstruite après les destructions perses. Le Parthénon, le temple dédié à Athéna, est édifié. Imaginez une symphonie de marbre, de sculptures, de frises racontant les mythes et les gloires de la cité. Les Propylées, l'Erechtheion, le temple d'Athéna niquait. Tout concourt à exprimer la puissance et la beauté d'Athènes. Ces monuments, encore aujourd'hui, sont des chefs-d'œuvre inégalés de l'architecture et de la sculpture. C'est aussi l'âge d'or du théâtre. Échille, Sophocle, Euripide écrivent des tragédies qui explorent les grandes questions humaines. Le destin, la justice, la culpabilité. Aristophane, lui, fait rire et réfléchir avec ses comédies satiriques, se moquant des politiques, des philosophes, et des travers de la société. Ces pièces sont jouées devant des milliers de citoyens, dans des théâtres à ciel ouvert, une expérience collective et civique essentielle. La philosophie prend son essor. Anaxagore, puis surtout Socrate, déambule sur l'agora, questionnant, interrogeant, poussant les Athéniens à réfléchir par eux-mêmes. Socrate, avec sa méthode de la maïeutique, est un aiguillon pour les esprits, même s'il finira par payer de sa vie sa liberté de penser. Athènes est alors un creuset d'idées, d'art, de sciences. C'est une cité-État qui rayonne sur tout le bassin méditerranéen. Mais cette splendeur a un revers, une ombre grandissante, l'impérialisme athénien. La Ligue de Délos, censée protéger les cités grecques, devient un instrument de domination. Les cités alliées sont contraintes de payer un tribut, et toute velléité d'indépendance est réprimée avec force. Cela ne plaît évidemment pas à tout le monde, et surtout pas à la grande rivale d'Athènes, Sparte. Sparte, une cité différente en tout point. Une cité militaire, oligarchique, terrestre, qui privilégie la discipline et la force brute. Athènes, la démocratique, la maritime, la raffinée. Deux mondes s'opposent et leur confrontation est inévitable. C'est le début de la guerre du Péloponnèse, qui éclate en 431 avant Jésus-Christ et va durer près de 27 ans. Un conflit fratricide, raconté avec une lucidité déchirante par l'historien Thucydide, qui y voit le basculement d'une époque. Athènes, avec sa puissance maritime et son trésor de guerre, est persuadée de pouvoir l'emporter. Sa stratégie, imaginée par Périclès, est de se retrancher derrière ces longs murs, qui relient la ville à son port du Pirée, et de laisser les Spartiates ravager l'Attique. L'approvisionnement se ferait par mer. Mais le destin est cruel. En 430 avant Jésus-Christ, une terrible épidémie de peste s'abat sur Athènes, favorisée par l'entassement de la population derrière les murs. Elle décime un tiers des habitants, emportant aussi Périclès lui-même. C'est un coup terrible, qui laisse la ville sans son grand leader. La guerre est longue, sanglante, marquée par des revirements et des atrocités de part et d'autre. L'épisode de l'expédition de Sicile, menée par le charismatique et controversé Alcibiade, est un désastre total pour Athènes, qui perd une grande partie de sa flotte et de ses hommes. La démocratie est secouée, des coups d'État oligarchiques ont lieu, puis sont repoussés. Finalement, affaiblie, épuisée, trahie par certains de ses alliés et confrontée à une marine spartiate financée par les Perses, quelle ironie de l'histoire, Athènes est vaincue en 404 avant Jésus-Christ. Ses longs murs sont abattus, sa flotte réduite, sa démocratie suspendue au profit d'un régime oligarchique éphémère et sanglant, celui des 30 tyrans. C'est la fin de l'âge d'or. Athènes ne retrouvera jamais sa suprématie politique et militaire. Elle connaîtra des périodes de renouveau démocratique, certes, mais ne sera plus la puissance incontestée. La Grèce elle-même, affaiblie par cette guerre intestine, deviendra la proie d'un nouveau pouvoir montant, la Macédoine.
Philippe II, puis son fils, Alexandre le Grand, vont soumettre les cités grecques et les intégrer à leur empire. Athènes devient alors une ville d'importance secondaire sur le plan politique, mais elle conserve son prestige intellectuel et culturel. Elle reste le berceau de la philosophie, avec les écoles de Platon, l'Académie, et d'Aristote, le lycée, qui formeront des générations de penseurs. Elle sera plus tard une province romaine, une ville honorée pour son passé, une sorte de musée vivant. Et c'est là que réside la véritable victoire d'Athènes. Non pas dans ses conquêtes ou sa puissance militaire, qui furent éphémères, mais dans son héritage. L'Athènes antique, cette petite cité-État d'il y a plus de 2 millénaires, continue de nous parler, de nous inspirer. La démocratie, cette idée folle de donner le pouvoir au peuple, est née là-bas. Imparfaite, elle a posé les bases de nos systèmes politiques modernes, avec l'idée que chaque citoyen a une voix. La philosophie, la recherche du savoir pour le savoir, la question du bien vivre, de la justice, de la nature de l'homme, tout cela a pris son envol sur l'agora d'Athènes. Socrate, Platon, Aristote, leurs réflexions résonnent encore aujourd'hui. Le théâtre, la tragédie qui nous confronte à nos peurs, la comédie qui nous fait rire de nous-mêmes, est une invention athénienne. L'architecture, la sculpture, l'art de Périclès et Phidias, sont des modèles de beauté et d'harmonie qui traversent les âges. L'histoire elle-même, avec Hérodote et Thucydide, a pris une forme rationnelle à Athènes, cherchant à comprendre le passé pour éclairer le présent. Athènes, c'est l'histoire d'une cité qui a osé, qui a expérimenté, qui a brillé d'un éclat inégalé, et qui a aussi connu les affres de la défaite et de la désillusion. C'est l'histoire de l'ambition humaine, de la grandeur et des faiblesses, de l'élan créatif et des dérives impérialistes. C'est un miroir dans lequel nous pouvons encore aujourd'hui contempler nos propres aspirations et nos propres défis. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'Athènes, ou que vous verrez une image du Parthénon, souvenez-vous de ce long et tumultueux voyage. De la petite bourgade aristocratique à l'empire démocratique, puis à la capitale intellectuelle du monde antique. Athènes n'est pas seulement un vestige du passé, c'est une force vive qui continue d'éclairer notre chemin. J'espère que cette plongée dans l'histoire d'Athènes vous a plu, qu'elle vous a transporté autant que moi. Nous avons parcouru ensemble un chemin de plus de 500 ans, un chemin riche en rebondissements, en figures emblématiques et en idées fondatrices. N'hésitez pas à partager ce podcast si l'aventure vous a captivé, et à nous laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine, pleine de découvertes et de curiosité. Et n'oubliez pas, l'histoire n'est pas figée dans le marbre, elle est vivante, elle respire, et elle nous attend pour la prochaine exploration. À très bientôt, pour un nouveau rendez-vous de l'Historien du dimanche. Bruit de fond du feu de cheminée qui s'estompe, puis musique de fin douce et chaleureuse.